Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Merci de nous accueillir tous les jours chez vous avec Philippe David, à côté de moi. Toujours à côté de vous, toujours bon à la côté, même place. à droite. Oui, c'est ça. Vous conduisez et moi je me lire, c'est ça? C'est ça. Sauf si on fait anglaise. C'est vrai que c'est pas faux. Oui, sauf si on fait à l'anglaise. Je suis un peu la pilote. C'est ça. Vous êtes le Moi je me coupe. comme on dit, quand on dit dans la course automobile, en tout cas, ça va très bien. 0 à 19h si vous voulez bien sûr commenter l'actualité avec nous. Allez, le sommaire de cette émission, le grand débat du jour. À 17h30, Netanyahou ordonne à l'armée israélienne de poursuivre à plein régime les combats au l'État hébreu choisit donc d'ignorer l'appel cessez-le-feu lancé par les États-Unis et la France qui réclame une trêve de 20 Israël indivisé. Les infrastructures, plus de 22 000 Libanais ont déjà fui vers la Syrie. En vrai, est-ce que les USA font la pression sur Israël? Est-ce que la France joue encore un rôle dans cette région? Et à cette question du jour, les USA et la France peuvent-ils peser pour obtenir un cessez-le-feu au Proche-Orient? Vous dites non à 78%. Vous voulez réagir? Manu attend vos au 026 300 300. Et Jean-Baptiste Noé, en chef de la revue Conflit, sera avec nous. Et puis 18h30, le projecteur des vraies voix, la ministre de l'Éducation, Anne Genetet, a bouleversé son propre des établissements scolaires. Réaction suite à au tir sur la façade du collège Mallarmé à Marseille. 80 impacts de plomb ont été retrouvés. Et par vrai, est-ce que pour vous... Attendez, j'ai perdu ma fiche. Non, c'est pas grave, elle est là. Est-ce que les établissements scolaires sont assez protégés? Est-ce que les problèmes de sécurité ne sont pas finalement limités qu'aux zones difficiles? Et à cette question, faut-il poster des agents de sécurité dans tous les établissements scolaires de France? Vous dites oui à 50% et donc non à 50%. Vous voulez réagir moitié-moitié ou autre chose? Manu attend encore vos appels au 0826 300 300. Et Maxime Repère sera avec nous, vice-président national du SNALC, le syndicat national des écoles, collèges et lycées. On vous souhaite la bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Pardonnez-nous, nous sommes un peu perturbés puisque nous avons égaré une de nos vraies voix aujourd'hui. Philippe Bilger est avec nous, ça va Philippe? Mais on va en profiter pour parler pour... Je sais pas où il est, je pense qu'il est perdu dans l'immeuble. Eric Revel est avec nous, comment ça va Eric? Bonjour Cécile, bonjour à tous, très bien. J'allais faire la même réflexion que Philippe, j'allais dire on va parler pour deux, mais là du coup on serait quatre. Ah, voilà, donc ça serait trop. Ça fait beaucoup. Là, en tout cas, ça va sinon? Vous êtes en forme? Très content de retrouver Eric est là, je suis en forme. Avec les meilleurs animateurs de Sud Radio, qui sont aimés partout en France. Merci. Mais je regarde les réseaux sociaux, Cécile et Philippe, c'est incroyable. Vous avez une cote incroyable. Et quand vous dites ça, dis donc, incroyable. Et en plus, voilà, ça y est, on l'a récupéré. Le petit. Pierre-Yves Martin. Mais il est là, ça se voit qu'il fait pas beau. Oui. Le temps est demandé à l'information, s'il vous plaît. Je vais faire une remarque. Plus, il a les cheveux mouillés, lui. Allez, les enfants, le 0826 300 300, direction Benoît et Limoges. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Ravi d'être avec vous. Nous aussi, on est content de vous accueillir. L'écologie, selon vous, ne doit pas être punie. Ça démarre mal aujourd'hui. Non, c'est clair, elle ne doit pas être punitive. Je pense qu'il y a d'autres moyens que toujours trouver des taxes pour combler des choses et pour essayer de faire quelque chose. Voilà. Et je pense qu'il faut un petit peu de bon sens et beaucoup de réflexion et surtout, comme dans beaucoup d'autres sujets, des politiques et des idées à long terme et non pas à court terme. Alors, ça c'est un vrai sujet. Les Français en gèrent de l'écologie punitive ou c'est taxe carbone, taxe ceci, taxe cela. Je trouve que notre auditeur a totalement raison. On peut avoir une vision raisonnable, tranquille, sereine de l'écologie. Et d'ailleurs, je dirais que le commun des met en œuvre cette conception tranquille. Quand elle ne l'est pas, on tombe dans l'idéologie. Oui, Philippe a raison, mais n'empêche que la transition écologique, comme on l'a, c'est un peu le générique, a besoin de budget. Que
ce soit pour les entreprises ou que ce soit pour l'État. Maintenant, si on veut effectivement, au-delà des qu'on peut faire dans notre vie de tous les jours, sur la montée des eaux, le réchauffement climatique, si on veut convaincre les Françaises et les Français que c'est une cause importante, c'est vrai que leur balancer des taxes dans la figure et des impôts à payer, c'est pas la meilleure façon pour adhérer. Je le répète, parce qu'il faut pas être totalement démago, la transition de budget, oui. Et vu l'état du budget actuel français, eh ben, je sais pas comment financer la transition écologique. L'état de l'État français. Ouais. Pierre, une petite... C'est ça. Conclure, et c'est aussi une co-responsabilité entre les États, au État, au niveau des entreprises et au niveau des individus. Et au niveau de la gouvernance, aucune dynamique majoritaire a vraiment été montrée. Quand on voit la place de la Chine et le rapport à ces sujets climatiques et écologiques, on se rend compte que l'intérêt économique prime sur l'intérêt écologique et qu'il y a une maturité qui n'est pas encore été démontrée. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Vous voulez une serviette toilette? Parce qu'il est trempé. Il est trempé, le pauvre Pierre-Yves, là, c'est... Il est trempé, on dirait un chat mouillé. Il a pris sa douche, mais allié, c'est... Il était stressé, qu'il était... Voilà. Tu vois, je sais. Eh bien, dis donc, le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur, vous allez requérir sur quoi? Je me demande que quelqu'un veut vraiment la réussite de Michel Barnier. Ah ben, c'est une grande question. 0826 300 300, Emmanuel vous attend, bien entendu. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les vraies voix. Heureusement, parfois on est hors antenne. Hein. On en dit des bêtises, Philippe David. Tout vous? Bah oui. Bah non, pas du tout. Je n'en dis jamais, d'ailleurs, Philippe Bilger le reconnaît. Regardez une tête de saint, vous voulez que je vous dise. C'est incroyable. Philippe Bilger, ça va, petit chat? Mais ça va très bien, je m'habitue aux états. Ça s'appelle un casque. Un casque. Un casque, ouais, mais moi, c'est pas le casque d'or. Ouais, oui, c'est un côté. Ça vous plaît la TSF? Avec son animé, c'est un dessin animé où il se Satanas. Les fous du volant. Les fous du volant. J'ai l'impression Michel Vaillant, c'est pas... Non, c'est pas les fous du volant. Philippe Bilger doublant peut-être Diabolo. Excusez-moi, j'ai trouvé que Cécile, hein, c'est Pénélope Jolicoeur. Ah, bah voilà, c'était aussi. Vous savez, sinon notre chameau du jour, Pierre-Yves, qui est avec nous. Non mais ça va, vous avez... Non mais... Ça, non. L'avantage, c'est que si on cherchait la météo, on l'a trouvé. Dans un instant, les trois mots dans avec Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? On va parler de Cédric chez Double, soutient l'Ukraine, et puis d'un Japonais qui a été innocenté 56 ans à mort. La couloir de la mort pendant 46 ans sur les 3 mots, ça donne procès, livraison, action. Allez, tout de suite, la parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et la question que vous posez, monsieur le procureur, qui veut vraiment et sincèrement grand monde, moi je réponds Michel Barnier. Je vais être très rapide sur le thème que j'ai choisi ce matin, dans la mesure où je ne vois quasiment personne qui souhaite sincèrement le succès, la réussite de Michel Barnier. Je n'en vois qu'un en réalité, c'est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a choisi à Beauvau d'ailleurs, parce que le Premier ministre a considéré qu'il serait d'une parfaite loyauté et qu'il ne veut pas se présenter en 2027. Mais les autres, l'extrême gauche, la gauche c'est évident, Laurent Wauquiez n'en veut pas, les macronistes commencent à avoir des frustrations. Il se rappelle qu'il y a une part chez Emmanuel Macron de gauche, personne ne veut la réussite de Michel Barnier, et donc c'est une raison
plus pour moi de le soutenir. Éric Revel. Michel Barnier, l'homme évidemment respectable, son expérience accumulée là aussi, mais on voit bien dans la composition de son gouvernement qu'en fait, il n'a pas nommé ministre dans son gouvernement pour essayer. En fait, il n'a mis en place son gouvernement, l'impression des bouées sous le radeau de la Méduse, uniquement parce qu'il faut qu'il essaie de passer les possibles censures. D'ailleurs, quand vous voyez à l'Élysée le premier Conseil des ministres, c'est absolument incroyable. Ils sont tellement nombreux, ils représentent tellement d'influences différentes à l'Assemblée, qu'en fait, ils sont les uns sur les autres. Le RN n'a absolument pas intérêt, à mon sens, à censurer rapidement le gouvernement de Barnier, pour 3 raisons. La première, c'est qu'ils ont fait le ménage après les législatives où il y avait quand même chez certains de leurs candidats. Il y a quand même un petit sujet pour Marine Le Pen qui est son procès sur l'FP1. Qui commence la semaine prochaine. Et puis il y a un troisième sujet, c'est que si le RN prenait le risque de faire tomber le gouvernement de Barnier les mois qui viennent, le président de la République, il n'aurait plus qu'une seule cartouche dans son fusil de chasse avant de gauche. Donc le RN serait responsable du retour de la gauche au pouvoir. Pour ces 3 raisons, je pense que la longévité du gouvernement Barnier est plus importante qu'on ne le croit. Et j'ai pris le pas. S'il passait le budget, il atteignait le printemps. En ce qui me concerne, Pierre-Yves Martin. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse d'Éric. La tribune, l'intervention de Philippe, je suis consterné par le manque de cohérence des ministres, pas du chef de gouvernement, mais des ministres, sur les messages qu'ils doivent délivrer. Je suis voir que ça dysfonctionne déjà. Dans les tout près des ministres et secrétaires d'État de l'UMP qui font une LR, pardon, l'UMP, qui font droite non mais qui font des interventions médiatiques devant des adhérents travail extraordinaire de l'œuvre. On a l'impression que certains ministres n'ont pas du tout pris la mesure du contexte actuel et de l'obligation de sérieux, de modestie et de travail. Allez, merci beaucoup. Tout de suite les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots dans l'actu qui sont procès, livraison et condamnation. Cédric Jubilard sera bien jugé aux assises, accusé d'avoir tué son épouse en décembre 2020. 4 ans de procédure sans corps, ni aveu ni scène de crime. On renforce le soutien à l'Ukraine. Les États-Unis actent 8 milliards de dollars et des nouvelles munitions longue portée. À suivre aussi dans un quart d'heure le grand débat des vraies voix sur le refus israélien de la Taliban réclamé par Washington et Paris. Et puis un Japonais de 88 ans innocent et 56 ans après sa condamnation à mort. Il attendait son exécution pour meurtre depuis 1968. Des preuves fabriquées, des aveux arrachés sous la contrainte, admet finalement la justice japonaise. Les vraies voix Sud Radio. Que s'est-il passé à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 ? Depuis 4 ans, les enquêteurs n'ont obtenu ni aveu ni scène de crime, pas plus qu'ils n'ont retrouvé le corps de Delphine Jubilard. Pour autant, ils ont acquis la conviction que son époux Cédric l'aurait tué après qu'elle fait part de son intention de divorcer. La cour d'appel de Toulouse confirme donc le renvoi. Il y aura bien un procès, au grand regret de l'avocate de Cédric Jubilard, même si Manuel Franck s'y attendait un peu à cette décision. Cette décision n'était pas tellement une surprise, on se doutait bien qu'on se dirigeait vers un procès qui est la suite logique de cet acharnement dont Cédric Jubilard est un peu victime depuis le début. La défense peut considérer quand même que nous avons une petite victoire dans la mesure où ce que nous avions dénoncé depuis un certain temps, à savoir cette phrase absolument immonde qui était dans l'ordonnance de mise en accusation et par laquelle des juges d'instruction, au mépris de toutes leurs règles et principes, écrivaient qu'il était déjà coupable. Sans attendre un procès, la Cour a considéré que c'était à tort que les magistrats avaient écrit cette phrase-là. Maître Emmanuel Franck, avocate de Cédric Jubilard, au micro AFP de Pablo Cozzaglio. Moi, j'ai toujours trouvé que la gestion de l'affaire Jubilard était bizarre. Au fond, en général, lorsqu'il y a des présomptions contre quelqu'un, on le met en détention. Là, il me semble que depuis le début, c'est l'inverse. On le met en détention pour espérer trouver des preuves. Je trouve ça étrange. Éric Revel. Moi, je suis évidemment pas un expert de la chose que je trouve étrange. Au XXIe siècle, on n'ait jamais retrouvé le corps ou la traite de femme. Ouais. C'est quand même absolument
C'est absolument hallucinant. Excusez-moi, on avait eu un procès comme ça à la fin du XXe siècle, toute fin du XXe siècle à Toulouse, avec un professeur d'université disparu et on n'a jamais retrouvé le corps. Oui, mais là, avec la scientifique... Oui, c'est ça qui est complètement dingue. Je suis complètement d'accord. Et je trouve ça quelque part intéressant dans le tragique, hein, intéressant parce que du coup, je me dis, pour tous ces criminels, ces psychopathes et autres... Ils peuvent nous mettre en échec. Ils ont encore de l'avenir devant. J'espère pas. Merci beaucoup. Deuxième, Joe Biden sur le soutien à l'Ukraine. Les États-Unis ajoutent 8 milliards et des armes de longue portée dans leur soutien à l'Ukraine, annonce de Joe Biden devant les soutiens de Kiev réunis à Washington. For 944 days, Putin has waged his vicious onslaught against Ukraine. Cela fait 944 jours que Poutine mène cet assaut vicieux contre l'Ukraine. 44 jours, le peuple ukrainien est resté inébranlable et insoumis. Aujourd'hui, nous lançons une déclaration commune de soutien au redressement et à la reconstruction de l'Ukraine afin de montrer clairement que nous sommes aux côtés de l'aujourd'hui et à l'avenir. Le président des États-Unis, Joe Biden, avec Gauthier. Pendant ce temps, les diplomaties des États-Unis comme de l'Union européenne dénoncent en chœur les menaces, je cite, irresponsables et inacceptables de Vladimir Poutine. Le président a encore évoqué la menace nucléaire en cas d'attaque aérienne massive sur le territoire russe. Et puis le troisième mot, condamnation, Philippe. Oui, un Japonais de 4 56 ans après sa condamnation à mort. Condamné en 1968 pour le quadruple meurtre de son patron et de sa famille, il a passé 46 des 56 dernières de la mort, autre majorité du temps à l'isolement, à attendre son exécution par pendaison qui pouvait intervenir d'une minute à l'autre pendant tout ce temps. Sa famille, ses avocats se sont réunis donc devant le palais de justice pour une affaire devenue un peu emblématique au Japon. Le tribunal a clairement indiqué que les preuves avaient été fabriquées. Les procureurs n'ont plus aucun moyen de justifier la condamnation à la sortie. La justice japonaise retient aussi que les aveux avaient été dans des conditions inhumaines, assimilables aujourd'hui, on dirait à de la torture. Hein. Après, en tout cas, cette drôle de vie qui a été la sienne. Iwao Akamanda, c'est son nom, n'a plus toute sa tête. Hein. Il a 88 ans, il ne prononce plus de paroles sensées, raconte ses proches, des proches qui pour autant redoutent désormais un possible appel du parquet. C'est terrible. J'imagine ce que c'est inhumain est donné dans un autre pays que le Japon. Ouais. C'est une horreur. Ouais, c'est horrible. Alors, on remet beaucoup en cause le système pénal japonais où on est enfermé dans une cellule où on n'a aucune intimité, enfin on est enfermé, mais les gardes vous voient 24, etc. Après, grosse question sur ça, Eric. On l'a vu au moment de Carlos Ghosn. Par moment, j'aurais souhaité une procédure pénale comme ça en France. Oui, non, c'est absolument hallucinant. Alors, je ne sais pas si le parquet va faire appel. Non, mais ce qui est émouvant, c'est que ce monsieur a plus toute sa tête. Forcément, il a 88 ans. Il a passé la majeure partie de sa vie entre les murs. Je ne sais pas comment le gouvernement japonais réparait. Mais c'est ça. Allez, merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant, on va revenir sur le combat au Liban qui s'intensifie tandis qu'Israël a indiqué qu'il leur propose 21 jours, demandé par plusieurs pays dont la France et les États-Unis. Alors parlons vrai. Est-ce que les États-Unis peuvent mettre la pression sur Israël vu leur relation privilégiée? La France joue-t-elle un rôle dont elle a le droit de se poser la question? Peuvent-ils peser pour obtenir un cessez-le-feu au Proche-Orient? Vous dites désormais %, vous voulez réagir. Manu attend vos appels au 0826 300. Baptiste Noé est avec nous, rédacteur en chef de la revue Conflit. Jean-Baptiste Noé, est-ce que Netanyahou, quoi qu'il arrive, en fracasse sa tête? Oui, il est décidé à aller jusqu'au bout de l'opération qu'il a menée. On en parle dans un instant. 0826 300 300. Vous avez la parole jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix, souriantes, pétillantes, en pleine forme, en train de sécher pour l'une d'entre elles. Pierre Métain, on a cru qu'il avait traversé la nage, histoire de faire un bain olympique ou quasi. Lui, je dirais pas sec comme une trique, mais droit, sec comme lui. Et vous connaissez pas l'expression? Ouais. Vous avez quelqu'un de armé qui est retaillé, on dirait, lui il est sec comme une trique. Oui, mais c'est un peu ambigu. Quand on a
faut pas faire le service militaire. Ne va Raide pas à comme une l'heure. trique, mais pas sec. Ah si, Oui. si. Je sais pas. Comme on dit, un chat maigre. Un chat maigre, c'est les petits mecs hyper qui ont des Regardez, très bons regardez, vous commandos. vous enfoncez là. Mais c'est vrai. Vous connaissez l'aphorisme qu'on prêtait à Jacques Lapremont Savoureux, et ça lui ressemble bien, à propos de trick. Il disait, quelqu'un lui aurait posé la question en disant, mais monsieur le président, alors les femmes maintenant, et Chirac vieillissant aurait dit, moi, vous savez, à mon âge, les raideurs des places. Jacques Chirac, ça fait 5 ans qu'il nous a quittés aujourd'hui. C'est Et tellement les vrai. amis, et tout de suite, le grand débat du jour. Mon Dieu. Les vraies voix Sud Radio. Déflagration, suivie de plusieurs autres. Les missiles Hezbollah stockés ici explosent les uns après les autres. Maintenant, voilà que M. Netanyahou menace le Liban, capable de faire Beyrouth, la capitale du Liban. Que l'armée israélienne avait reçu l'ordre de poursuivre le combat avec la force nécessaire. Le Hezbollah est comme lié humain. Il a placé des roquettes dans vos salles, 6 garages. Pendant ce temps, les avions de combat israéliens décollent les uns après les autres pour enchaîner les frappes au Liban. Benjamin Netanyahou a ordonné à l'armée israélienne de maintenir sans relâche ses rations militaires au Liban. Au cessez-le-feu de 21 jours formulé par les États-Unis et la France. En vrai, est-ce qu'un cessez-le-feu semble utopique? Craignez-vous un conflit de longue durée au Liban et à Gaza? Et à cette question, les USA et la France peuvent-ils peser pour obtenir un cessez-le-feu au Proche-Orient? Vous dites donc à 80%, vous voulez réagir? Manu attend vos appels au 0826 300 300. Et Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit, est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bilger. Il me semble que la volonté affirmée de Netanyahou dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, d'envahir le Liban ne peut discuter. Enfin, elle me semble évidente. Les États-Unis et la France n'ont manifestement pas le déroulement. Je me demande, et c'est une question que je pose par avance, est-ce que il y a quelque chose qui aujourd'hui, sur le plan international, peut faire Netanyahou s'arrête au bord d'une catastrophe qu'il pourrait seul arrêter? Je n'imagine pas que les États-Unis, face à sa résolution, aient quelques pouvoirs de brider la volonté israélienne. Éric Revel. Moi, je pense que ni Joe Biden ni Emmanuel Macron, pour des raisons différentes que j'essaie d'expliquer, n'ont le pouvoir d'avoir une décision peut-être d'aller au Liban avec Tsahal. D'abord parce que Biden, il est plus président des États-Unis, il est encore plus, les élections c'est pour bientôt, et je pense que ça fait longtemps qu'il est plus président des États-Unis, en fait, vous voyez, eu égard aux problèmes qui l'assaillent depuis des mois. Emmanuel, pour raison politique, n'a pas le poids, la France n'avait très peu de poids au moyen de la grande époque des Chirac, où on avait une diplomatie moyen-orientale, mais là, je veux dire, tout ça c'est liquéfié. Je rappelle quand même que de manière symbolique, le président de la République a supprimé le corps diplomatique. Vous voyez, faisait l'art de nos ambassadeurs diplomatie dans l'État. Et alors, ce qui est intéressant, parce que ça me parlait, Biden et Macron ont demandé un jour, feu de 21 jours. Et en fait, et vous savez qu'il y a une théorie des 21 jours. Ouais. Oui, il y a une théorie des 21 jours. 21 jours à une pratique pour que celle-ci devienne une habitude, qu'on l'exécute au quotidien presque sans rendre compte, sans s'en rendre compte. Donc, il y a un symbole derrière tout ça. Évidemment qu'on aimerait prendre l'habitude de la... N'oubliez pas que le Hezbollah a mis en coupe régler le Liban. Là, on disait que fuit vers la Syrie. Il faut savoir que 2 millions de Syriens, c'est un pays qui est par terre, économiquement, ruiné. Il y a probablement route. Enfin, donc en fait, le pays est ethniquement Pourtant, j'ai une pensée très forte, je connais un peu parce que j'allais assez régulièrement à Beyrouth. C'est vrai que bouclier ou pas à la solde, les Libanais sont en train de payer excessivement cher ce qui est en train d'Israël. Pierre-Yves Martin. Moi, je suis pas
complètement aligné, en partie seulement. Pardon. Déjà, je comprends pas pourquoi on met la France et les États-Unis au même niveau. Parce que les États-Unis, par le biais du financement d'armes à Israël. Ensuite, la France, comme le dit Eric, a finalement plus d'influence sur cette région du monde. Et je vois ce que de bonnes intentions exprimées par le chef de l'État français pourraient changer. C'est bon? Ouais. Jean-Baptiste Noé, vous êtes rédacteur en chef de la revue Conflit. Vous avez entendu Philippe Bilger qui dit qu'est-ce qui pourrait arrêter Netanyahou? La France, est-elle encore une influence ou pas au Proche-Orient? Vous avez entendu Éric Revel. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit? Et c'est tout à fait juste. Et pour compléter, on est dans un conflit existentiel côté israélien. Et c'était en fait la deuxième phase de la réponse à l'attaque du 7 octobre 2023. Donc la première phase, c'était le Hamas à Gaza. La deuxième phase, c'est le Hezbollah qui est au Liban, notamment dans le sud du Liban. Et donc, comme pour Netanyahou et pour les cadres israéliens, c'est un conflit existentiel, ils ne peuvent pas l'arrêter puisqu'il s'agit de protéger l'existence même d'Israël, Hezbollah, régulièrement sur le sud d'Israël. Donc, pour eux, on est dans une logique qui n'est pas notre logique à nous. Ils leur demandent les choses avec un autre regard que pour eux d'éradiquer Hezbollah. Le Hezbollah c'est un peu le lierre qui tient le mur au Liban. C'est-à-dire que non seulement mais il détruit aussi le Liban au même moment. Il fournit aussi de l'aide ou des emplois. Et puis, vous avez aussi l'Hezbollah, c'est l'Iran, puisque le Hezbollah est une milice entraînée, financée par l'Iran. Et l'Iran est aussi une menace existentielle pour Israël. Donc c'est dans ce cadre. Beaucoup de gens, Jean-Baptiste Noé, même très favorables à la cause d'Israël, Netanyahou est le pire homme politique. Est-ce que, à votre avis, ils ont raison et est-ce que Netanyahou a des desseins pervers dans cette étrange politique dont on dépendre d'abord, vous avez l'opinion d'Israël hors Israël, mais Netanyahou est élu compte, c'est surtout l'avis des Israéliens. Il y aura des élections législatives dans 2 ans, et donc Israël qui trancheront la question. Mais force est de reconnaître que, en tout cas, Netanyahou a une très grande expérience politique. Il a une longue maîtrise de ces sujets. Et en tout cas, il est assez cohérent dans ce qu'il fait par rapport à son passé politique. Vous pensez que le conflit peut durer sur 2 fronts entre gueulants, ça va finir par se calmer? Appelez-nous au 826 303. Une question qui est intéressante, moi qui m'intéresse, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais en allant et de les affaiblir, est-ce que ça va avoir un impact pour nous en matière de sécurité? Non, ce sont des mouvements qui ne visent pas un djihad national. C'est pas Al-Qaïda au Maghreb islamique. Parfois de modèles. On l'a vu dans des manifestations certaines universités. Vous avez des étudiants qui du Hamas, à cause du Hezbollah, dans la cause manipulée des Palestiniens. Donc là, il peut y avoir des effets, mais enfin, c'est des propres dangers pour la sécurité des Français. Donc c'est vraiment propre à cette région. Et là, il n'y a pas de danger immédiat, pour l'Europe et pour la France. Allez, 0826 300 300, Benoît de Limoges qui est avec nous. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Réaction sur ce conflit, en tout cas, ou sur ce qui a été dit? Je pense déjà aux Libanais qui... Et après, je pense que tout a été dit, en particulier, moi je suis tout à fait de monsieur Éric Revel. À mon avis, là, ça a bien peu de poids et de pouvoir. Comme l'a dit Revel, en plus, on n'a plus de corps diplomatique. C'est ce qui faisait une chose autrement que militaire.
les États-Unis, mais voilà, ça passe certainement pas par un monsieur Biden comme il ça a été dit, par le financement. Oui, c'est ça qui est quand même catastrophique, c'est qu'on a laissé pourrir quand même des situations depuis des décennies, quoi. Alors, reste avec nous, Benoît. Jean-Baptiste, on ne peut pas imaginer les USA réduire leur aide militaire à Israël. Non, ils vont continuer, mais alors il y a un gros problème qui se pose aux États-Unis. Aux élections présidentielles du mois. C'est présent, les juifs américains étaient démocrates. C'était un bastion important des candidats démocrates. Mais vous avez, depuis quelques années, le développement d'un électorat musulman, notamment dans des États qui peuvent basculer côté républicain, côté pro-palestinien, et donc des démocrates, alors même qu'ils votaient démocrate. Et donc, pour Joe Biden, notre Kamala Harris, ils sont dans une position extrêmement difficile. Cette élection avec l'électorat pro-palestinien. Donc il faut lire la politique américaine aujourd'hui au regard de leur politique intérieure et au regard des enjeux électoraux. J'avais 2 points sur lesquels je voulais réagir. Kamala Harris avait rencontré Benjamin Netanyahu 4 mois et qu'elle avait exprimé devant lui cause palestinienne. Donc du coup, pas du tout sûr où on n'est plus du tout les États-Unis continueront à financer Israël. Et le deuxième point qui est une question, est-ce que dans ce contexte international particulier, prendre un peu une première ligne, ce d'intervention sujet autre que les pays européens classiques ou les États-Unis en matière de diplomatie. Un nouvel acteur international qui peut rentrer dans le jeu et avoir une influence. Et peut-être. Alors, il y a 2 acteurs au niveau local, c'est l'Arabie Saoudite et la Jordanie. La Jordanie officiellement soutient la cause palestinienne, a aidé Israël à intercepter les missiles iraniens. Donc l'Égypte également, et l'Arabie Saoudite est aussi un facteur de paix. Et c'est plutôt une bonne chose que ce drame qui est celui du Levant et a des pays arabes qui sont volontaires pour bâtir la paix et qui jouent les volontés de trouver une solution. Mais la Chine, qui est présente dans la région, n'a pas encore d'intervention diplomatique. Donc c'est plutôt l'axe Égypte, Jordanie, Saoudite qui joue un peu les bons offices, les intermédiaires entre l'Iran et Israël. En fond de toile de tout ce contexte-là, vous avez aussi une opposition forte musulmane entre les sunnites. Absolument. Les Hezbollah sont chiites, et donc vous avez tout le mouvement sunnite saoudien et autres qui regardent évidemment tout ça avec beaucoup d'intérêt et d'inquiétude. Et juste pour revenir à ce que vous disiez, mon cher ami, moi je ne crois pas un seul instant que les États-Unis, quelle que soit la personne qui est élue au mois de novembre aux États-Unis, arrêtera son soutien à Israël. Ça, c'est absolument inimaginable. Parce que ce intrinsèque de l'État juif qui joue sa survie comme en permanence, noyé dans musulmans, si les Américains décidaient d'appuyer militairement, ou en tout cas de menacer militairement, je pense que Israël serait dans une situation, enfin je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Baptiste, mais ça semble absolument inimaginable. Kamala Harris qui dirait j'arrête Israël. Tout à fait, d'autant que la politique étrangère des États-Unis ne repose pas uniquement. Il y a l'euro et donc les États-Unis à moins de poids que le président de la République française. Mais alors,
une question. Gaza, ça fera 1 an dans quelques jours. Là, le Liban, une hantise de guerre à mener sur plusieurs fronts. Est-ce que ça risque de durer encore? Parce que quand on voit l'armée israélienne, sa puissance, on pensait que Gaza se serait solutionné. Ça fait bientôt 1 an. Alors, la situation pour l'armée israélienne est meilleure à Gaza. Ils contrôlent mieux semaine. Ils ont placé des unités de régiment de Gaza vers la frontière nord du Hezbollah. Mais si la situation militaire, le Hamas a été très fortement, mais il n'est pas éradiqué. Et effectivement, mais ça c'est un problème existant pour Israël. C'est pas les moyens militaires, techniques et financiers de tenir sur 2 fronts. Jamais quand ça finit. Merci beaucoup Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit, c'est de nous clarifier en tout cas. Merci à vous. Ce conflit, vous restez avec nous dans un instant avec Benoît de Limoges qui est avec nous. Ça va Benoît? Ça va. Vous avez regardé un petit peu les infos, les trucs, le qui c'est qui l'a dit? Oui. Tout ça. Alors un petit peu, mais vraiment un petit peu. Ouais, genre, en fait, il a vachement regardé. Il fait le... Non, c'est moi. Philippe est un maître. Je pense qu'on a 2 mecs au fond de la salle à côté du radiateur aujourd'hui. Je progresse mais lentement. Allez, à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Pourquoi est-ce que vous aimez Sud Radio, Yamina? Parce qu'il y a une liberté de ton, parce qu'on donne la parole à ceux qui n'ont pas l'habitude de la prendre, puis à toutes les opinions qui s'expriment. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous nous témoignez tous les jours avec Philippe David quand on part en déplacement d'antenne, que vous écoutez, que vous nous aimez bien, que voilà, nous aussi on vous aime, sachez-le. Vous aimez beaucoup Philippe Bilger, voilà, parce que je sais pas. Ouais, quoi, j'espère. Oui, non mais c'est ce qu'ils disent, vous le savez quand même. Ils viennent vous voir quand même. Ah oui, ils viennent me voir. Ils viennent me voir. Ils viennent me voir quand je suis avec vous. Hein. Non, ils viennent vous toucher. Un peu, comment d'aller voir les rois de France qui guérissaient les écrouelles à l'époque, Philippe Bilger. Vous avez un statut iconique en France. Je ne suis pas toujours touché par les personnes que j'aimerais voir me toucher. Ça va venir, ça va. On peut pas tout Pourquoi avoir. vous dites ça en regardant Cécile? Parce que Cécile sait. Enfin, parce qu'on est dans le sujet. En même temps, les écrouelles, le roi de France prenait pas beaucoup de risques. Hein. Il disait, je vous touche, Dieu vous guérira. C'est malin ça, c'est malin. Allez tout de suite, le qui c'est qui. Ah non, pas tout de suite. Benoît, vous lancez le jingle. Tout de suite, le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Ah, qu'est-ce qu'ils sont bons, ils sont bons. Ah non, mais ils sont bons, c'est bon. Écoutez Benoît, qui c'est qui l'a dit? Allez, 1 point. Ce gouvernement n'est pas de droite, c'est un alibi. Je sais pas, mais ça c'est quelqu'un à droite, ça. Oui. Oui. Les vraies voix. C'est pas Bardella? Non. Oh, il est proche. Pas loin. Pas loin. Bossiotti. Qui a dit Ciotti? Bravo. C'est Eric Martin. Avec Eric, voilà, on l'a dit tous les deux. Gros mensonge. J'essaie de tricher, mais là. Quel gros mytho. Benoît, qui c'est qui l'a dit à 2 points? Alors, c'était un homme politique qui fait de la sur le budget. Sans aucun doute, la première chose à faire est d'économiser sur les dépenses. Ouais, 2 points. Je l'ai. Benoît District de Le Maire. Non. Je crois qu'il était en compétition pour. Non. Ah oui, Attendez. non, mais ça c'est une phrase du jour. Benoît, qu'est-ce que vous dites? Vous dites non, c'était ministre Jospin. Ça finit. Attends, ministre de quoi? De l'économie. Pierre Moscovici. Bonne réponse. On vous a aidé, hein. Oui. Pas mal. Allez, qui c'est qui l'a dit à 3 points? C'est un gouvernement provisoire, c'est beaucoup de bruit, d'excitation et de feuilleton pour pas grand-chose. C'est une femme. Marine Rousseau? Non. Complètement à l'autre côté. Marine Le Pen. Marine. Non. Elle est partie. Elle est partie. Marion. Bonne réponse de Philippe Bilger. Marion Maréchal. Ah, Marion. J'allais dire Joséphine Becker, moi. C'est un peu tard. Qui c'est qui l'a dit à 2 points?
sur le meurtre de Pine. C'est un féminicide et il faut le punir sévèrement. Mais si l'auteur avait été dans un autre pays, il aurait mis tout autant en danger d'autres femmes. Benoît. Rassemblement national. Rousseau. Donnez l'ordre de jeu. Marion, Sandrine. Donc moi je dis Sandrine Rousseau. Non. 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 Bonne réponse de Philippe Bilger qui marque 2 points. Rousseau. Voilà. Je relis sa phrase. Mais si l'auteur avait été dans un autre pays, il aurait mis en danger femme. C'est ça. Voilà. Ok. Qui c'est qui l'a dit 2 points sur le gouvernement Barnier? Notre objectif, le faire tomber le plus vite possible pour rétablir la démocratie. Benoît. Bardella? Non. Bonne réponse. Oh non. Manuel Bompard. Regardez, je lève la main pour... j'ai le droit à un demi-point quand même. Je lui donne un demi-point. Je lève la main pour que Cécile me regarde et que je puisse donner la réponse. Et puis, bien sûr. il ne faut pas lever la main. Bon, très bien, d'accord. Mais quel escroc. Je vais même répondre à Benoît. Mais quel escroc, mais quel escroc. C'est qui l'a dit? Benoît à 2 points. C'est 17 ans et demi de minorité a-t-elle encore du sens? C'est un maire de grande ville. Bob, Lisnard. Non. Bonne réponse, Robert Ménard. J'ai dit Bob. Ah, ça faut pas. Bon, attendez, quand on dit Sandrine, on va pas crier qu'ils disent Bob. Allez. Bob. Non, mais vous devenez laxiste. Il y a un sentiment de laxisme. C'est n'importe quoi ce jeu. 3 points pour Benoît si vous remportez, vous trouvez l'auteur de cette phrase. Chercher le mot utile du macronisme, il ne peut rien faire. Benoît. Ça doit être à gauche, ça? Non. À droite. Non. Il est bon, Alors, Benoît. je suis mieux alors. Il se est présenté au présidentiel. Bardella. Non. Bardella. Bonne réponse de Philippe Bilger qui a été le plus Il a donné le nom de famille, son prénom. Allez, Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Écoutez, Benoît. Le ministre de la Justice Didier Migaud vit dans un monde parallèle. Là c'est pareil, je sais pas du tout. Il n'est pas très grand. Hollande. Non. Bonne réponse de Philippe Bilger. Donne, hein. Il n'y a pas tort non plus. Et résultat final, 10 points. Éric Revel, 4 points. Pierre-Yves, 3 points. Ce sont les premiers points. Non, la dernière fois j'ai gagné aussi des points. Et mon cher Benoît. C'est la deuxième fois. Mais vous avez sur 3 ans, quoi, tu vois, c'est pas énorme. Benoît, vous êtes tellement sympa que vous les avez laissés. C'est exactement ça. Oui. C'est parce qu'ils ce sont des personnes âgées. Merci beaucoup. C'était le moment fait, les vrais voix. Benoît, merci d'avoir joué avec nous et merci d'avoir parti. On fait une petite pause. Les infos, la météo, le coup de gueule de Philippe David viendra après. On parlera de quoi? On va parler d'un coup de gueule sur l'État qui est très généreux avec lui, mais moins généreux avec les autres. Voilà, c'est ça. On en parle dans Bienvenue. Les vrais voix jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Puisque 18h30, on va parler de l'école, on va faire l'appel à Philippe Bilger. Présent? Présent. Bah, c'est bien, Pierre-Yves Martin. Présent. Oh, j'aime bien quand vous m'obéissez comme ça, c'est bien. Remarquez, il a séché. Éric Revel. Il a séché. Non, Pas partout. Pas vraie phrase. Il a séché le début. D'accord. Je vous le dis tout de suite. Éric Revel, vous êtes là? Présent, madame. Oh, c'est bien. Philippe David, vous êtes là? A priori, c'est pas mon clone, donc oui, je suis là. Vous êtes là, Cécile de Ménibus? Oui, absolument, je suis là. Dans un instant, on parle de quoi avec vous? Oh, je vais pousser un coup de gueule sur l'État qui se sert beaucoup plus facilement quand il y a une décision de justice qu'il aide les victimes à percevoir leur dû. En attendant, vous laissez des messages sur notre répondeur 0826 300 300. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Marcel de Toulouse. Je réponds un petit mot au sujet de la guerre en Ukraine. Il me semble que le président de la République se comporte comme un serviteur à la solde de l'OTAN et des Américains et qu'il prend une position totalement belligérante et inconcevable par rapport à la Russie lorsqu'il dit par exemple je n'exclus pas l'hypothèse d'envoyer des mecs sur le terrain. Je me reprends bien en disant il a utilisé cette expression, envoyer des mecs sur le terrain.
Alors, c'était une phrase qui a été sortie a priori du off il y a quelques temps, et on rebondit parce que le sujet de la Russie fait réagir, puisque Vladimir Poutine a dit hier qu'au cas où la Russie serait frappée profondément, elle pourrait revoir sa doctrine nucléaire et frapper avec des armes nucléaires. Je ne doute pas de ce propos qu'a dû tenir le président, mais j'ai plutôt dans la tête une déclaration récente où il disait « Lorsque la guerre sera terminée, il faudra trouver des solutions de paix avec la Russie ». C'est un peu le contraire. Oui, c'est vrai que s'il a dit Juste, les mecs, c'est pas top. Si je peux me permettre, ce que vous avez dit est juste à 80%, mais faux à 20%. Parce qu'en fait, la doctrine de l'utilisation de l'arme nucléaire par les Russes, c'est toujours la même. C'est si le territoire russe est menacé, nous pourrons utiliser. Si vous avez des armes profondes ukrainiennes vendues, filées par les Américains ou les Anglais, qui permettent de toucher la Russie profonde, alors en fait, c'est toujours la même doctrine nucléaire, c'est-à-dire la possibilité pour les Russes d'utiliser l'arme nucléaire. C'est ça. Même tactique. Même tactique. Qui arrive. Mais il peut pas y avoir de suite nucléaire, de ma compréhension, parce que j'ai entendu quelqu'un dire ça cette semaine. Ça dépend qui. Hein. Poutine, pour ne pas le citer, a une très haute image de lui-même. Et donc du coup, s'il répond ou s'il réagit nucléairement à un risque, il met lui-même en danger son existence, son identité et le territoire russe. Donc et c'est bien le sujet de dissuasion nucléaire. Et donc du coup, il y a quand même un côté coup de poker sur lequel voilà. Voilà. En tout cas, Philippe David est en colère comme tous les jours. Ah mais c'est après la pub. Oui. Dans un instant. Dans un instant. Qu'est-ce que les jeux disent? Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On devrait faire une émission tout en belge. On le dit tout le temps. Mais c'est sûr. C'est pas Philippe Bilger. Oui. On a toujours la frette ici. Non, c'est sûr. On est en 92, hein, ça. Oui. Oui, on est en 24. Non, on est en 24. Et surtout, on ne se moque pas des Belges. Non, mais moi, c'est ma deuxième maison, moi, la Belgique. Voilà. C'est mon deuxième pays. Je les aime, je les mets. Et j'ai hâte d'aller chercher des craquettes, des crevettes. Bon, mes amis, on arrête de rigoler parce que là, ça devient n'importe quoi. Philippe Bilger est avec nous, Pierre-Yves Martin et Yves, n'importe quoi, Eric Revel. Moi, j'aime les boules. Il a attendu un petit peu et il s'est lancé. Il s'est rendu compte du dérapage. Comme on parlait de nourriture belge. Oh, bah voilà. Oui, bah voilà, ok. Voilà. Moi, j'aime le musical, comme ça. Comme ça, il n'y a pas de... Mon Dieu, mes amis, l'heure est grave. Philippe David. Au revoir. Sud Radio. Comme d'habitude, c'est pas au revoir, c'est bonjour. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Un village charentais, puisqu'il est consécutif à une décision de justice rendue hier par un tribunal d'Angoulême. Des vendeurs de cigarettes de contrebande qui avaient écoulé 1300 cartouches en un an ont été condamnés à de la prison ferme, jusque-là rien de scandaleux, ainsi qu'à verser 135 000 € au fisc et plus de 10 000 au cigarettier Philippe Maurice qui était partie civile. Et là encore, rien à redire sur les condamnations financières, mais ce qui me chagrine, c'est que dans ce cas précis, l'État va aller piocher directement dans les poches des condamnés, très bien, mais que lorsque c'est monsieur ou madame tout le monde qui est victime et à qui sont octroyés des dommages et intérêts, la victime doit se débrouiller elle-même pour les récupérer. C'est pas toujours facile et ça lui coûte du temps et de l'argent. Et j'estime que comme une victime est quelque part victime parce que l'État n'a pas été assez fort pour faire respecter la loi, ce devrait être à l'État de prélever les dommages et intérêts, de les donner à la victime et l'État se gérerait le coupable lui-même. Ce serait beaucoup plus simple. Il n'y a pas plus efficace que l'État pour faire saisir des biens mobiliers, immobiliers, des comptes en banque, des comptes d'épargne, des voitures et tout le reste. Alors, discutez avec des victimes et elles vous raconteront souvent le parcours du combattant qui est l'obtention d'un dû. Si l'État est prompt à prélever l'argent de ceux qu'il vole, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas capable de le faire contre ceux qui s'en prennent aux honnêtes citoyens. Comme hier soir pour mon coup de gueule sur les droits de succession, je suis peut-être un peu utopiste, mais à part les temps qui courent, ça ne fait pas de mal de rêver. Mais... Oui.
C'est plein de bon sens. C'est plein de bon sens, dit. Oui, c'est plein de bon sens. Non, mais c'est bien. Oui. C'est bien. Pierre-Yves. Voilà, c'est bien. C'est bien. À toi, Eric. Il y en a un qui va dire le contraire. Non, c'est judicieusement vu, mon cher Philippe. Alors, merci. à une petite nuance près, me semble-t-il. Attention, c'est là que ça devient dangereux. Me semble-t-il. Non, mais j'ai bien écouté. C'est vrai que c'est plein de bon sens, c'est bien. Mais à une petite nuance près, c'est que dans le premier cas, c'est l'État qui est volé. Oui. Dans le cas où vous avez une victime, c'est pas l'État qui a volé. Non. Ce n'est pas l'État qui a volé la victime. C'est ça. Voilà, c'est la petite différence que je fais. Je sais pas si je suis clair. Oui, voilà, c'est pour aller pomper directement. Oui, mais vous êtes d'accord ou pas? Je suis bien d'accord. Voilà, c'est la seule petite. Vous chipotez, franchement, alors que on avait quelque chose. C'est bien torché, comme on disait en première. On va passer son bac de français, c'est bien torché. Ouais. C'est bien écrit. Non, Cécile, vous avez un avis? Oui, non, mais c'est pas ça, c'est lui, c'est gueuler pour gueuler, donc moi je dis ça, je dis rien. Mais je vous en prie, je ne gueule pas, juste pour amuser la galerie. Et puis maintenant, il va falloir passer, je crois, au tour de table de l'actualité des vraies voix, vous ne croyez pas? Absolument, c'est parti. Et puis j'ai hâte d'entendre Billy Gère, il aime les moules, ça va être intéressant. Les moules et les frites. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Arrêtez de triquiter pour un oui, pour un non. Ce que tu dis n'a aucun sens. Le tour de table de l'actualité. Revenons à une température plus claire. Michel Barnier, Philippe Bilger qui convoque Migaud et Retailleau dans le cadre de leurs échanges dans les médias. Il y a 2 jours, j'espérais une concorde très rare dans notre histoire politique entre le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux. Et je continue à cultiver cette espérance, même si, à l'évidence, l'attelage régalien a du plomb dans l'aile, si vous m'autorisez cette familiarité, entre un ministre de l'Intérieur courageux, libre, clairvoyant, et volontariste, et quelqu'un qui n'oublie pas, en définitive, qu'il a une sensibilité de gauche. Et ces 2 ministres ont été convoqués par le Premier ministre qui leur a reproché, me semble-t-il, des affrontements par médias interposés et qui a dû les recadrer, comme on le dit. Et j'espère que dorénavant, le garde des Sceaux ne mettra pas des bâtons dans les roues du ministre de l'Intérieur. Celui-ci continuera à être dans son rôle. Éric Revel. Philippe Bilger a raison. Il faut mettre de l'ordre dans ce couple qui aurait pu être un duo et qui est un duel entre la justice et l'Intérieur. Mais le grand coupable, pour moi, c'est le président de la République. Parce que à chaque fois, et on peut parler de Dupond-Moretti et de Darmanin, à chaque fois qu'on a le couple, vous remarquerez, justice-intérieur, en fait, sur le papier, ils sont antagonistes. Tout le temps. C'est vrai. Donc, 2 choses l'une. Ou bien, celui qui donne son approbation à la formation d'un gouvernement, c'est le président de la République. C'est lui qui décide. Ou bien, il cherche cet affrontement constamment. Et les Français vont pas avoir de solution à leur problème si la justice continue de se taper l'intérieur et l'intérieur la justice. Ou bien alors, il fait ça par machiavélisme politique. Parce qu'en nommant Migaud et en le mettant 2e dans l'ordre hiérarchique du gouvernement, derrière Michel Barnier, et en mettant même plus loin Retailleau, en fait, il crée le fait que ça va pas marcher comme un duo, mais que ça va être un duel. Donc pour moi, il a une responsabilité politique. Comme d'ailleurs il avait fait avec Blanquer, qui était tout à l'heure au micro de Patrick Roger, quand il permet à Pap Ndiaye de succéder à Blanquer. Oui. Enfin, c'est le en même temps. C'est là en même temps et n'importe quoi. Sauf Eric, que pour Blanquer, c'est beaucoup plus juste, tandis qu'il s'est opposé, il trouvait l'idée de nommer Migaud absurde. Pierre-Yves Martin. Macron. Je pense que la constitution d'un gouvernement est tellement complexe à stabiliser en 2024 qu'ils doivent s'autoriser à ne pas réfléchir aux complémentarités des profils. Et finalement, ce qui les intéresse plus, c'est, le Premier ministre et le Président de la République, c'est finalement de s'assurer que tel profil sur tel portefeuille, ça va, sans se poser la question de la dynamique gouvernementale, de la complémentarité des uns avec les autres, par rapport à des projets ou des volets qui sont à travailler. Après, c'est peut-être une petite guerre d'ego
que les uns ou les autres formulent d'une manière ou Ma d'une autre. chère Cécile, Oui. je me posais une question finalement. Ce qu'a dit Philippe Bilger en Belgique, entre Migaud et Retailleau, il y aurait quelque part un organe génital mâle dans le Waterzooi, non? Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Sécurité, il est là, venez le chercher. Éric Revel, sur la déclaration du juge des libertés sur l'affaire Philippines. Ouais, la dramatique et émouvante et qui a touché, je pense, la France entière. L'assassinat de cette jeune étudiante de l'université de Paris-Dauphine, qui a été donc assassinée par un OQTF étouffé, on dit les premières investigations de l'autopsie. Vous l'avez vu, il y a une polémique qui s'est développée d'ailleurs au moment où précisément le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur continuent à partir de ce fait divers, fait de société, parce que c'est pas la première fois qu'un OQTF tue l'un de nos enfants, si j'ose dire, parce qu'il faut considérer cette petite comme quelqu'un qui aurait pu faire partie de votre famille. C'est ça. Voilà. Ça peut être notre fille, notre sœur, notre nièce. Si vous voulez, ce qui est absolument incroyable, mais je vais poser la question au magistrat honoraire, à Philippe Bilger, c'est que le juge des libertés et de la détention, qui aurait pu prolonger de 15 jours en centre de rétention administrative, ce Marocain assassin sous OQTF, violeur, déjà condamné à 7 ans de prison, même s'il en a fait que 4. Il aurait pu prolonger de 15 jours. Alors je dis pas qu'il n'aurait pas violé 15 jours. Il a fait 5 ans de prison. Oui, il a fait que 5 ans de prison. Mais je veux dire, là, je parle de ensuite. Il est dans un centre de rétention administrative. Ça peut aller jusqu'à 90 jours s'il y a possibilité d'atteinte à l'ordre public, etc. Bon, le juge des libertés et de la détention considère que comme dans les derniers 15 jours où il est dans ce centre que nous payons, nous les contribuables quand même, il n'a pas provoqué de trouble à l'ordre public, alors il le relâche. Encore une fois, je ne mets pas en cause la juge des libertés et de la détention, parce que rien ne dit qu'une fois, même après avoir fait ses 90 jours, il n'aurait pas violé ou tué une gamine dans ce pays. Bon. Et l'une des raisons, c'est... Et c'est ça qui est incroyable, c'est que dans l'ordonnance de renvoi que j'ai lue dans le Figaro, du juge des libertés et de la détention, elle dit, c'est le juge des libertés, donc je ne peux pas, parce que j'ai pas de quoi juridiquement le prolonger dans le CRA, mais sachez qu'il va sans doute réitérer des faits délictueux et qu'il va sans doute présenter un trouble à l'ordre public. Donc elle ne peut pas, parce que légalement elle n'a pas le droit, puisqu'il n'y a pas de ciment pour pouvoir le laisser 15 jours de plus, mais elle dit attention, il est dangereux, il va sans doute recommencer. Voilà. Et puis la question que je voulais poser à Philippe Bilger, c'est que il fait 5 ans de prison. À l'époque, il y avait des remises de peine automatiques. Bon, très bien, il fait pas ses 7 ans. Mais pourquoi est-ce que... Parce que l'OQTF, on la reçoit 3 jours après. Enfin, c'est horrible pour la famille de cette jeune fille. Mais pourquoi est-ce qu'on met pas en place une demande d'OQTF au Maroc lorsqu'il est en prison, par exemple? Mais vous avez raison, c'est ce que tout le monde se demande aujourd'hui. On sait parfaitement, dans l'administration pénitentiaire, qui doit sortir à un certain moment. On aurait pu le faire. Mais on devrait les faire... Mais le grand problème, si en une seconde, c'est à chaque fois qu'il y a une tragédie, on s'aperçoit qu'il y a une totale absence de coordination entre les services. C'est dramatique pour tout. Et généralement, plutôt que d'éditer une nouvelle loi, il faudrait sanctionner disciplinairement et judiciairement les gens qui n'ont pas accompli le travail qu'on attendait. Et surtout qu'il était, d'après ce que j'ai compris, assigné à domicile à sa sortie, dans un hôtel dans lequel jamais rendu. Mais pourquoi on ne l'emmène pas? Il a été mentionné sur le fichier de recherche, etc. Mais vous avez raison. Éric, pourquoi on ne l'emmène pas? Non, mais il ne serait pas resté à l'hôtel. On le met dans un hôtel. Je ne sais pas si vous voyez, en attendant le résultat de l'OQTF. Je veux dire, il est soigné par l'AME quand même. En amont, pour une fois, la première démarche qui a été mise en place, il était encore en prison. Et en fait, je crois qu'il y a eu une carence un avocat qui n'était pas disponible, ou il n'y avait pas d'avocat disponible, et donc du coup ça a été reporté de 2-3 mois. Et donc du coup c'est ça qui a été le premier acte dans le retard du traitement. Et après il y a eu une succession de dysfonctionnements, incompréhensions. Le problème, c'est juste de savoir si...
si un jour tout ça va servir à quelque chose en fait, si ça va changer. Quand on voit le nombre d'affaires qu'il y a eu, on pense à Lola, etc. On se pose des questions très franchement. On se dit quand même. Pierre-Yves Martin, dans un instant, on parle de quoi avec vous ? Eh ben, on parle toujours de ce drame qu'on vient d'évoquer, mais sous l'angle politique. On en parle dans un instant. Les vraies voix jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et cette joyeuse bande aujourd'hui, Pierre-Yves Martin avec Éric Revel, Philippe Bilger et Philippe David, bien entendu. On est ensemble jusqu'à 19h. Dans un instant, l'info plus de Félix Mathieu. En attendant, le tour de table de l'actu de notre ami Pierre-Yves. Pierre-Yves, justement, revient encore sur cette affaire philippine, mais vous l'avez dit, sur le plan politique. Oui, exactement. En fait, une fois qu'on a entendu et pris conscience de la gravité de ce drame, chacun réagit comme il l'entend. Premier élément, c'est comment la classe politique a réagi. Et le premier angle, c'est que chez certains hommes politiques, dirigeants politiques, le sujet de l'émotion, le levier émotionnel n'a pas du tout été activé. On remarque que, par exemple, le ministre de l'Intérieur, lui, l'a pris sous son message fort ou plus ou moins fort de primauté de l'ordre, de restauration de l'ordre. On a vu dans un deuxième temps que sur le plan de la justice, il y avait certainement un angle de dysfonctionnement ou d'amélioration du fonctionnement, peut-être de performance aussi, et du coup à travailler. Mais comme l'Intérieur voulait pas trop bousculer la justice, voilà, il y a une espèce de non-dit. Et puis il y a un sujet aussi sociétal, c'est est-ce qu'en 2024, la nation, le peuple français peut accepter encore des drames de ce type-là? Et pourquoi est-on toujours obligé de fractionner un drame, un fait divers, en le découpant en 1000 morceaux, sans prendre en compte l'ensemble de ce drame? Le sujet, c'est pas un sujet d'ordre, le sujet, c'est pas un sujet de fonctionnement de la justice. C'est aussi un sujet de société où on accepte que des jeunes femmes puissent se faire violer, tuer à 200 mètres d'une université. Je trouve que ça. Peut-être qu'il faudra du temps à tout ça, mais ça manque peut-être d'enseignement général, de distance par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être qu'on réagit trop dans la réactivité et qu'on manque de profondeur par rapport à ça. On nous dit tout le monde, régulièrement, Philippe, et c'est notre cas avec Philippe David, vous êtes trop sur l'émotion, en fait, sur un sujet comme ça. Mais là où je rejoins, si j'ai bien compris Pierre-Yves, il faut de tout. Je veux dire, en tant que citoyen, nous avons le droit d'appréhender cette tragédie et cette horreur de la manière que nous voulons. Ça n'est pas à nous qu'il faut demander du sang-froid et de la rationalité. En revanche, pour les politiques qui sont en charge de ce drame, il faut qu'ils aient de tout. Et je vous rejoins si j'ai bien saisi. Éric Revel. Mais moi, je suis d'accord avec vous, Éric Revel. Non, mais ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait finalement que ces drames-là et ces enfants aujourd'hui qui tombent sous l'horreur sont un peu notre famille, en fait. Bien sûr. À chaque fois, on se les approprie. C'est pour ça que, oui, on entend le point de vue, mais en fait, l'émotion, pardonnez-moi, ça se contrôle pas par définition. Ben oui. Immanquablement, tous les gens qui ont des enfants de cet âge-là ou un peu plus âgés ou qui ont des enfants, se mettent extrêmement à la place parce que alors que vous habitiez ou pas dans le coin. Enfin, moi, il se trouve que j'habite dans le coin, mais même si vous habitez pas dans le coin, enfin, vous avez votre gamine qui est à l'université, qui part apparemment prendre l'air après avoir déjeuné au Crous le midi, qui devait rejoindre sa famille dans les Yvelines à Montigny-le-Bretonneux, et qui est assassinée. Famille qui s'en veut en plus d'ailleurs. Et violée. Bon. Qui s'en veut de l'avoir laissé. Et puis j'ai une petite pensée aussi, alors ça n'a rien à voir, et puis vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais vous savez, comme monsieur Mbappé, dans l'affaire Naël, avait fait un tweet en parlant du petit ange qui était parti trop vite. Eh bien, pour cette fille, ça s'applique. Elle est partie trop vite. Elle, c'était un petit ange. Oui. Très bon. Très bon. Merci beaucoup, Éric Revel. Tout de suite, l'info plus de Félix. Les vraies voix Sud Radio.
Radio. L'info plus, c'est l'inimitié entre la France insoumise et le Rassemblement national qui provoque une publicité inattendue pour une marque de vêtements. Oui, alors tout part d'une image postée par le député RN Julien Audoul, l'image sur laquelle on le voit arborer une parka de la marque Helly Hansen, dont le logo correspond aux initiales, à savoir le double H, la lettre H 2 fois de suite. Et en voyant ça, le député de la France insoumise, Antoine Léaumont, a tiqué et il publie ce commentaire sur X, je le cite, Antoine Léaumont. Julien Audoul arbore ici une veste HH, un classique des militants de l'ultra-droite pour faire référence à Hitler. Cet homme, Julien Audoul, est l'un des porte-parole du RN, pour rappel, ajoute donc Antoine Léaumont sur les réseaux sociaux. Alors cette publication attire les sarcasmes côté RN, où beaucoup remettent, comme on dit, des points Godwin. Il suppose qu'Antoine Léaumont ne connaît tout simplement pas cette marque Helly Hansen. Mais l'insoumis persiste et signe, puisqu'il partage en réponse un article du Monde sur, je cite, l'usage détourné des marques par l'extrême droite, article de 2013 qui évoquait à l'époque la mort, vous vous souvenez sans doute, de Clément Méric après des coups portés par des militants d'ultra-droite à la sortie d'une vente privée de la marque Fred Perry, des polos qui étaient très prisés dans ces milieux militants à l'époque. Antoine Léaumont semble donc suggérer finalement que des gens du RN choisiraient délibérément cette marque à cause de son logo avec le double H, en y voyant une double signification. Waouh, on va loin là, Philippe. Non, mais ça devient grotesque. Enfin, c'est le terme est faible tout de même. Est-ce que bientôt je ne sais pas, pardon, j'allais dire une grossièreté, ma chère Cécile, un jour quelqu'un du RN ira dans des toilettes et on dira, ah oui, il va dans ces toilettes-là, c'est le RN qu'il veut. Non, mais c'est de la folie pure. D'ailleurs, bientôt, quelqu'un qui achète un truc Hugo Boss, on va l'accuser puisque Hugo Boss faisait les uniformes du Troisième Reich. On est en plein délire, Eric. Non. Si vous prenez une BMW, oui, faisait les moteurs des Focke-Wulf, et les deux. Oui, et puis la calandre qui, soi-disant, rappelait la moustache d'Hitler. Je crois que vous avez le moteur des BMW. Je ne connaissais pas ça. Le député du Cobu, là, comment vous l'appelez son vrai nom là. Delogu. Voilà, je me gourre toujours. L'élève du Cobu, là. Il était dans la matinale, vous vous souvenez, de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, quand il est incapable de dire un truc sur le maréchal Pétain, mais pardonnez-moi, il faut pas qu'il nous fasse non plus le coup de c'est le mépris de classe. Moi, mon père était ouvrier, je vivais en HLM, donc il me fasse pas le coup du mépris de classe. Mais un type qui par exemple soutient la Palestine, il doit connaître un peu l'histoire de la Palestine et d'Israël, et qui est incapable de dire deux mots sur Pétain, sauf ah oui, c'est un raciste. Mais attendez, il est député de la République. Bien sûr. Oui, mais alors Eric, il y en a plus d'un. Si on faisait une épreuve de culture générale, je pense que c'est une posture. Peut-être. Oui. Peut-être qu'en fait, on parle d'eux, ils font du buzz, on les prend pour des andouilles et ça leur va très bien parce qu'on parle d'eux en fait. Et Monsieur Ducobu s'est fait un nom, même si je ne l'ai pas encore bien retenu. Ce sont les mêmes qui traitent les citoyens de façon. Allez, Delogu. C'est toute la limite du renouvellement de la classe parlementaire. C'est vrai qu'en 2017, quand l'Assemblée a été renouvelée profondément, on était tous très enthousiastes de cela, mais on s'est peut-être pas assuré non plus complètement de la qualité du niveau d'éducation, d'intelligence des uns et des autres pour venir siéger. Non mais ne me trompez pas. Moi qui ai des fils d'ouvriers qui parlent à l'Assemblée nationale, c'est pas ça. Eux, ils essaient de faire croire que si on les critique, c'est ça le sujet. Mais c'est pas du tout ça. Ce qui m'inquiète, c'est que ces gens vont voter des lois au nom du peuple français, et que visiblement, ils n'ont pas forcément le niveau pour comprendre les lois qu'ils votent. Et c'est ça mon sujet. Oui. Et puis il y a une autre conséquence négative, c'est que Rachel Keke, par exemple, lorsqu'elle était députée, c'est très bien. On peut penser qu'elle apporte quelque chose, mais si elle était capable de délibérer, de penser sur d'autres sujets que ceux qu'elle a connus dans son expérience professionnelle, et ce n'était pas le cas. En tout cas, à l'heure des réseaux sociaux, le nombre de fake news qui ressortent, je trouve ça dingue en fait de dire des choses comme ça. Voilà, écoutez, en tout cas, c'est comme ça. Merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Jusqu'à 19h
avec les vraies voix jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger qui est avec nous, Pierre-Yves Martin, consultant, Éric Revel, éditorialiste, Philippe David qui est là. En pleine forme, et vous aussi d'ailleurs. Oui, bah écoutez, moi toujours. Et tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Grilles fermées, cours annulés et le désarroi des parents d'élèves. Mardi matin, plus de 80 impacts de petits plombs ont été découverts sur les vitres du collège. L'inspection académique, qui ne juge pas le danger comme imminent, ne reconnaît pas leur droit de retrait. Ce qui a été décidé, c'est qu'il y a une présence policière qui sera pérennisée. On a vu des policiers ce matin, une patrouille de 3 personnes. Je pense que c'est pas le métier de l'école d'assurer la sécurité des élèves. Ce n'est pas un problème scolaire en réalité. C'est le problème d'avoir finalement des installations, des infrastructures de l'État qui gênent des commerces illicites et notamment le trafic de drogue. Et la nouvelle ministre de l'Éducation, Anne Genetet, a bouleversé donc son programme aujourd'hui pour présider une réunion sur la sécurité des établissements scolaires. Réaction à ces tirs sur la façade d'un collège. Le collège Mallarmé à Marseille. Plus de 80 impacts de plomb retrouvés sur la façade. Alors parlons, est-ce que des agents de sécurité peuvent suffire ou faut-il carrément envoyer des forces de l'ordre, évidemment, dans les quartiers les plus difficiles du pays? À cette question, faut-il poster des agents de sécurité tous les établissements scolaires de France? Vous dites oui à 54%. Vous voulez réagir? Manu attend vos appels au 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Maxime Repper, est avec nous, vice-président national de la SNAL, qui est le syndicat national des écoles, des collèges et lycées. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Philippe Bilger, voilà, tous ces établissements scolaires en danger. Oui, alors si en effet les établissements sont en danger de manière globale et intensive. Là, on a un exemple qui est très préoccupant. En ce qui me concerne, évidemment, je n'aurais rigoureusement rien contre tout ce qui pourrait venir les protéger d'une certaine manière, et votre question est pertinente. Mais je ne voudrais pas tout de même que l'exigence de sûreté et de tranquillité dans les établissements ou autour d'eux fasse perdre de vue tout de même que l'essentiel est ailleurs, que l'enseignement, apprendre, respecter les professeurs, c'est tout de même le cœur de l'activité scolaire. La sécurité ne doit pas prendre, pardon pour l'expression, toute la tête. C'est fondamental de garder la hiérarchie des mesures. Éric Bell. Collège Mallarmé. Alors non, je vais pas faire un jeu de mots sur bien armé. Hein. Oui, non. Mais collège Mallarmé, pour moi, c'est le symbole d'une école qui est en train de basculer dans l'ultraviolence. En revanche, je peux faire le parallèle parce que Stéphane Mallarmé était l'un des fondateurs du mouvement du symbolisme en poésie. Et le collège Mallarmé, ce qui s'est passé là, il y a eu déjà, sans doute, des trafics de drogue, il y a eu déjà des tirs. Mais là, je crois que c'est la première fois qu'on a 80 impacts. Ça, 80 impacts, oui. 80 impacts sur une façade, donc... Je comprends le point de vue de Philippe Bilger, mais là aussi, je me mets toujours à la place des gens. Il faut être concret. Si mes enfants étaient dans ce collège du 13e arrondissement de Marseille... On aurait peur. On aurait peur, et est-ce qu'on ne souhaiterait pas les protéger en mettant des vigiles devant Parce que en fait, alors c'est pas seulement vrai pour Marseille, c'est vrai pour la plupart des villes en France, et même les plus petites, qui basculent dans un trafic de drogue. On sait même si en fait l'État français n'est pas devenu une sorte de narco-État où la violence a pignon sur rue, y compris dans nos écoles. Comment réagir? En tout cas, c'est pas avec des pommes d'amour et des sucres d'orge, à mon sens. Bien sûr. Pierre-Yves Martin. En fait, c'est un sujet qui est vraiment passionnant. On en a déjà souvent parlé aux Vraies Voix Sud Radio. La place de l'école dans la société. Et la société est en pleine crise, et finalement l'école est peut-être le dernier bastion ou la dernière zone dans laquelle on va, comme le disait Philippe, privilégier l'enseignement, le partage des valeurs, le partage de la connaissance, la construction du projet de vie des uns et des autres. Donc il y a un enjeu extrêmement fort, et de l'intérieur de l'école, quand on regarde, on se dit mais il y a énormément de dysfonctionnements, il y a des failles, ça va pas, on n'ira pas. Face à
à la motivation, à des personnes de foi dans l'éducation que sont le corps professoral dans la grande majorité. Et je pense qu'il faut effectivement que nous, société française, on veille à protéger cette école de l'intérieur et de l'extérieur. Et ça, je ne sais pas quelles sont les bonnes mesures, mais on ne peut pas symboliquement accepter des tirs dans des fenêtres d'école. C'est pas possible. C'est pas ça la société. C'est pas ça la France. C'est pas ça. Maxime Repère qui est avec nous, vice-président national du SNALC, le syndicat des écoles, collèges et lycées. Aujourd'hui, des enseignants du collège ont exercé leur droit de retrait. On en est où de la situation ? Bien, les élèves ont repris cours aujourd'hui, mais il y a toujours une vive inquiétude. Une vive inquiétude, que ce soit de la part des enseignants, naturellement, mais aussi des parents. Et si vous voulez, je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment se dire n'acceptons pas l'inacceptable. Effectivement, l'école, c'est un lieu où on apprend, c'est un lieu où on s'épanouit, c'est un lieu où on apprend l'esprit critique, où on développe son esprit critique. Ça nous prépare à l'avenir, ça prépare nos jeunes à l'avenir, au monde professionnel, etc. Oui, il faut protéger ça, mais il ne faut pas que les établissements scolaires deviennent de véritables bunkers. Il y a toutefois beaucoup de choses à faire. Au niveau de la législation, par exemple, je rappelle quand même qu'un enseignant, par exemple, ne peut pas fouiller le sac d'un élève, même s'il y a suspicion d'objets dangereux transportés. Il faut sécuriser les abords des établissements. Il faut sensibiliser les parents. Cette banalisation de la violence en milieu scolaire n'est ni plus ni moins que le miroir de la société. Une société qui est peut-être de plus en plus violente. Donc c'est un phénomène qui doit être pris à bras-le-corps, pas simplement par l'école, mais par l'ensemble des acteurs de la société. Mais ce qu'il faudrait faire, oui. Non, est-ce qu'il ne faudrait pas changer ? Parce que vous dites qu'on ne peut pas fouiller les enfants à l'entrée à l'école. Est-ce que ça, c'est quelque chose que... Je voulais rebondir, ça date de quand ? Parce que nous, à mon époque, parfois les profs fouillaient les sacs, je ne sais pas. Oui. C'est récent comme mesure ou pas ? Non, ça fait un moment. En fait, légalement parlant, on n'a jamais eu le droit de fouiller les sacs. Ce qui se passe, c'est qu'un enseignant peut dire à un élève « Montre-moi ce qu'il y a dans ton sac », mais il ne peut pas le vérifier par lui-même. D'accord. Et l'élève peut refuser. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs problèmes. Je voulais quand même juste donner un chiffre sur votre antenne parce que c'est quand même assez révélateur. Publié d'ailleurs par le site du ministère de l'Éducation nationale, il y a en moyenne 13,7 incidents graves déclarés pour 1000 élèves pour l'année scolaire 2022-2023. Alors, quand je vous dis ça, ça parle pas. Je vais vous le traduire. 77 500 incidents graves déclarés par les chefs d'établissement en collège et lycée pour l'année 2022-2023. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et ça regroupe des incidents extrêmement variés, mais ça montre bien que l'école n'est pas un lieu protégé. L'école, c'est un lieu où on peut subir des violences, qu'elles soient physiques ou morales. Et comme vous le savez, c'est un lieu où chaque semaine, quand on regarde bien dans les médias, il se passe quelque chose, une agression. Il y a quelques jours, c'était un prof qui s'était fait casser le nez parce qu'il avait confisqué le téléphone portable d'un jeune en classe de première. Il y a quelques mois, c'était une collègue qui s'était vue verser du détergent dans un verre. Donc c'était un empoisonnement, ni plus ni moins. Et si vous voulez, on peut, je pourrais vous faire une liste à l'après-verre, mais c'est pas le lieu, mais ça montre bien l'urgence. Merci beaucoup Maxime Repère d'avoir été avec nous, vice-président national du SNALC, syndicat national des écoles, collèges et lycées. On y reviendra sur ces sujets, on laissera un peu plus de temps et ce sera peut-être l'occasion de faire une grande émission
Philippe Oui, Régide, sur la sur ce sécurité, sujet. notamment dans les vraies voies responsables. Exactement. Merci beaucoup Éric Revel. Merci beaucoup Brice Martin. Messieurs, dames, Maintenant merci. vous êtes sec, Merci, vous merci, pouvez merci. reprendre une activité normale. Merci Philippe Bilger, on se Merci. retrouve demain. Oui. Dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France avec des bons dossiers. Ah oui, on va notamment le livre de François-Xavier Pietri qui a écrit Rendez-nous la liberté de rouler. Ça me rappelle une chanson de Florent Pagny. On parlera ensuite de l'écotaxe poids lourd qui pointe le bout de son nez. On aura Jean-Marc Rivera, délégué général de l'OTRE. Et on parlera également des nouveautés en poids lourd avec Gilles Boster, directeur marketing et communication de Scania France. Allez, c'est dans Vous un n'êtes instant. pas concerné? Non, absolument. Poids lourd. Non. Si, si. Poilu, oui. Allez. Alta